Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on a sur la table une pile de documents assez techniques. Mhm. Ça parle d'un sujet qui a l'air tout simple comme ça, mais qui est en fait partout, les sondes à ressort ou sondes de contact. C'est ça. Notre objectif, c'est de plonger ensemble dans ces fiches produits, ces notes d'application, pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce tout petit composant. Et pourquoi il est si crucial, oui. On va explorer un univers de précision, souvent totalement invisible, mais qui est le garant silencieux de la fiabilité de nos appareils. Ce sont un peu les héros méconnus du monde de l'électronique, alors. C'est exactement ça. Parfait. Alors pour commencer par la base, qu'est-ce que c'est au juste, une sonde à ressort? Le principe de base, il est très simple. Ils sont quoi dans les documents qu'elle est composée de 3 parties? Un piston, un corps et un ressort, c'est ça? C'est ça. Le piston, c'est la partie mobile, celle qui va toucher la cible. Quand on appuie dessus, il rentre dans le corps, qui est un petit tube, et il comprime le ressort qui est à l'intérieur. Et c'est ce ressort qui va repousser le piston pour garantir le contact. Voilà. Pour garantir un contact permanent, son rôle premier, c'est de faire le lien entre un appareil qu'on veut tester. Le fameux DUT, le Device Under Test. Exactement. Il connecte ce DUT à la machine de test. D'accord. Donc un piston, un ressort, c'est une mécanique de précision, mais le principe reste assez simple. Tout à fait. J'imagine que le vrai secret, c'est pas tant le ressort que ce qu'il y a au bout du piston, non? La pointe. Vous mettez le doigt dessus. La forme de la pointe, ça change absolument tout. Ah oui. Les documents sont très clairs là-dessus. Ce n'est pas du tout une solution unique. Chaque pointe est conçue pour une mission très, très spécifique. D'accord. En fait, on peut les classer en 2 grandes familles. Celles qui sont faites pour être, disons, douces, et celles qui sont faites pour être agressives. Agressive? Ça me paraît un peu fort pour un composant électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont conçues pour ne laisser aucune chance à un mauvais contact. D'accord. Imaginez une carte électronique qui a été stockée dans un entrepôt un peu humide. Elle peut avoir une fine couche d'oxydation, de corrosion. Ah, je vois. Si on utilise une pointe douce, comme une pointe plate ou arrondie, elle risque de ne pas passer à travers. Et là, le test échoue. Donc c'est là qu'on sort l'artillerie lourde. C'est exactement ça. Et ça ressemble à quoi, cette artillerie lourde? Eh bien, les fiches techniques parlent de pointes en couronne, par exemple. Elles ont plusieurs dents bien acérées pour venir littéralement gratter la surface. D'accord. Ou même des pointes en lame de rasoir. Carrément. Oui, elles sont extrêmement fines, conçues pour percer la couche de corrosion et atteindre le métal conducteur qui est juste en dessous. Le but, c'est donc de garantir un contact électrique parfait, quoi qu'il arrive. Peu importe la saleté ou l'oxydation, exactement. C'est incroyable. On a donc des pointes pour caresser et des pointes pour mordre. C'est une bonne image, oui. Et je vois aussi dans les notes des formes encore plus étranges. Une pointe en forme de cuvette. À quoi ça peut bien servir? Ah ça, c'est pour un autre type de défi. Imaginez que votre cible n'est pas une surface plane, D'accord. mais la pointe d'une broche ou un petit fil qui dépasse. C'est difficile de bien s'aligner dessus. Oui, j'imagine. La pointe en cuvette, elle est creuse. Elle va donc venir s'emboîter sur la broche, la centrer automatiquement et assurer un contact très stable. Ah mais oui, c'est très malin. Chaque forme est une solution à un problème très concret, en fait. C'est un peu comme avoir une boîte d'embouts de tournevis ultra spécialisée. On n'utilise pas un embout plat pour une vis cruciforme. C'est ça, Mais là, c'est pareil, mais à une échelle microscopique et pour des problèmes de contact. tout à fait. C'est bien plus sophistiqué qu'un simple ressort. C'est le mot juste. Et la sophistication, elle va bien au-delà de la forme de la pointe. C'est là qu'on découvre leur véritable super pouvoir. Justement, en lisant les documents, il y a un terme qui revenait sans cesse et qui m'a intriguée. La capacité d'accouplement à l'aveugle, blind mate en anglais. Oui, Qu'est-ce que ça signifie? c'est peut-être leur avantage le plus fondamental. Prenons un connecteur classique, comme une prise USB. D'accord. Pour que ça fonctionne, il faut que la partie mâle et la partie femelle soient parfaitement alignées. Si on est un peu décalé, ça ne rentre pas. C'est vrai. La sonde à ressort, elle est compliante. Elle n'a pas besoin de s'insérer dans quelque chose. Elle vient juste se poser sur une surface. D'accord, mais en quoi ça aide à s'accoupler à l'aveugle, concrètement? C'est un peu comme essayer de brancher une prise dans le noir. Avec un connecteur classique, si on n'est pas parfaitement en face, on tâtonne et ça ne marche pas. La sonde, elle, est comme une prise intelligente qui aurait un peu de jeu. Elle peut compenser un léger désalignement dans toutes les directions, en hauteur, sur les côtés et même en angle. Ah, elle est plus tolérante en quelque sorte. Voilà, c'est ça, elle est plus tolérante. Elle dit
Pas de souci, tu n'es pas parfaitement en face, mais je suis flexible, je vais m'adapter et établir le contact quand même. Et cette tolérance, c'est ce qui la rend si précieuse dans les chaînes de production automatisées, j'imagine. Exactement, là où tout va très très vite. Ça rend le concept beaucoup plus clair. C'est un connecteur qui pardonne les petites erreurs. C'est ça. Mais ce n'est pas le seul chiffre qui m'a surprise. Les données sur la longévité, elles sont stupéfiantes. Oui, les documents parlent d'une durée de vie qui peut aller de 20 000 jusqu'à 500 000 cycles. Un demi-million de cycles? Mais c'est énorme! C'est colossal. Pour se faire une idée, si on utilisait une de ces sondes pour tester une carte, disons, toutes les minutes, 24 heures sur 24, ça tiendrait combien de temps en cycle? On parle de presque un an de fonctionnement non-stop. C'est fou. Et c'est exactement le genre d'endurance qui est requise dans les usines de production à très haut volume, où des millions de produits sont testés chaque année. Et cette performance, elle est due à la qualité des ressorts, j'imagine. Oui, des ressorts hélicoïdaux qui maintiennent une force constante cycle après cycle. Et au-delà de la mécanique pure, il y a les performances électriques. On ne parle pas juste de faire passer un petit courant pour un test, hein. Ah, loin de là. Le chemin du signal électrique à l'intérieur de la sonde est très court, ce qui est idéal pour la haute performance. C'est-à-dire? Les fiches techniques mentionnent des vitesses de transmission de données jusqu'à 56 gigabits par seconde 56 gigabits! et des fréquences radio jusqu'à 40 gigahertz. Mais ce qui est peut-être le plus contre-intuitif, c'est leur capacité à gérer la puissance. On parle de quel ordre de grandeur pour un si petit contact? Certaines conceptions peuvent supporter des courants jusqu'à 30 ampères. 30 ampères? Attendez, pour mettre ça en perspective, c'est plus que ce que consomme un four à micro-ondes, ça? Oui, c'est ça. Tout ça dans un contact qui est parfois plus petit qu'une tête d'épingle. C'est à peine croyable. Et pour faire ça, il faut que le contact soit exceptionnellement stable. J'ai lu quelque chose sur une technique appelée bias. BOL. Oui, la bille de polarisation. C'est une innovation très astucieuse pour garantir cette stabilité. Comment ça marche? À l'intérieur de la sonde, une toute petite bille métallique est pressée entre le piston et la paroi intérieure du corps. D'accord. Cette bille crée un deuxième chemin électrique, très court et très stable. Le résultat, c'est une résistance de contact extrêmement faible et constante. Même en cas de choc ou de vibration? Exactement. C'est comme une assurance que le courant passera toujours parfaitement, quoi. Quoi qu'il arrive. Et attendez, les sources parlent aussi de résistance aux normes militaires et d'étanchéité IP68. Oui, tout à fait. On est en train de dire que ce petit composant peut fonctionner sous l'eau ou dans le désert sans aucun problème? C'est pourtant le cas. C'est là que toute l'ingénierie des matériaux et de l'assemblage entre en jeu. C'est fou. En utilisant les bons alliages, les bons plaquages et en intégrant des joints, on peut rendre la sonde complètement scellée. Et ce, sans compromettre le mouvement du piston. Donc, si je résume, on a un composant minuscule qui pardonne les erreurs d'alignement, Oui, qui peut fonctionner un demi-million de fois, c'est ça. qui peut faire transiter des données à la vitesse de la lumière ou la puissance d'un micro-ondes, Mhm. et qui peut faire tout ça sous l'eau ou en pleine tempête de sable. C'est exactement ça. C'est un très bon résumé. La combinaison de toutes ces caractéristiques est ce qui les rend si polyvalentes et indispensables. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce que tout cela signifie en pratique? Les documents listent de nombreux marchés. Le médical, le militaire et l'aérospatial, l'automobile, le test et la mesure. Et bien sûr, ce qu'on appelle les 3 C. Oui, l'informatique, la communication et l'électronique grand public. Et quand on relie les super pouvoirs qu'on vient de voir à ces domaines, tout s'éclaire. D'accord, essayons. Pour l'aérospatial ou le médical, j'imagine que cette longévité de 500 000 cycles et la fiabilité sont juste non négociables. Absolument. Pour un connecteur dans un satellite, un pacemaker ou un système de guidage, la défaillance n'est tout simplement pas une option. C'est clair. La stabilité du contact garantie par la baseball, même sous les vibrations extrêmes au décollage d'une fusée, c'est vital. Et pour l'automobile, ça doit être la robustesse et la résistance à l'environnement qui priment. Exactement. Une voiture, c'est un cauchemar pour un composant électronique. Il y a des vibrations constantes, des changements de température de moins 40 à plus 120 degrés, l'humidité, la poussière, le sel. Un environnement très hostile. Très hostile. La capacité des sondes à être scellées et à maintenir un contact fiable, malgré les secousses, est parfaite pour les capteurs du moteur, les systèmes de sécurité ou même les connecteurs de batterie des véhicules électriques. Et pour la dernière catégorie, l'électronique grand public. Nos téléphones, nos montres. J'ai l'impression qu'en démontant n'importe quel appareil sur mon bureau, je trouverai des dizaines de ces sondes. Très probablement. Dans ces appareils, chaque millimètre carré compte. Oui, tout est miniaturisé.
Les sources mentionnent des sondes avec des hauteurs compressées de moins de 2 mm, leur profil ultra bas et leur capacité à être arrangées en matrices très denses, c'est ça qui permet de concevoir des appareils de plus en plus fins et puissants. Et on en trouve où, par exemple, dans un téléphone? D'un ressort. Elles sont aussi utilisées pour connecter les antennes ou pour relier différentes cartes électroniques à l'intérieur de l'appareil. C'est fascinant. Ce composant est donc une véritable cheville ouvrière, totalement invisible, qui assure la performance et la fiabilité de presque tout ce qui nous entoure. C'est ça. Des objets les plus banals aux technologies les plus critiques. Il est l'un de ces éléments fondamentaux qui, précisément parce qu'ils fonctionnent si bien et si discrètement, deviennent invisibles. Bon, pour conclure notre exploration de ces documents, si on devait en extraire l'essentiel, les quelques idées clés à retenir, Allez-y. je dirais d'abord qu'une sonde à ressort, c'est bien plus qu'un simple contact. C'est un concentré de haute technologie, un bijou d'ingénierie. Tout à fait. Ensuite, que sa conception est ultra spécialisée. La forme de la pointe, les matériaux, tout est méticuleusement optimisé pour une application précise. Que ce soit pour tester une puce à plusieurs milliers d'euros ou connecter la batterie d'une montre. Exactement. Et enfin, que ce soit ses capacités hors normes, cette flexibilité, sa longévité, ses performances, qui sont les véritables garantes de la fiabilité des technologies complexes dont on dépend tous les jours. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est peut-être la pensée sur laquelle on peut rester, c'est de réaliser que ces composants existent, conçus pour endurer un demi-million de cycles, des conditions extrêmes, tout en gérant des signaux d'une complexité folle. Ça soulève une question intéressante, je trouve. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le niveau de fiabilité que l'on exige, sans même le savoir, de tous nos objets du quotidien? C'est une excellente question. Et surtout, combien d'autres composants invisibles comme celui-ci sont les véritables héros méconnus de notre monde technologique, cachés juste sous la surface?